C'est le terroriste le plus recherché au monde. Après une décennie, les services de renseignement américains ont fini par retrouver la trace d'Oussama Ben Laden dans un complexe au Pakistan. La 6e unité des SEAL, une unité d'élite des forces spéciales américaines, se voit confier la mission, désormais historique, de le capturer, mort ou vif. Ils attendaient cet appel depuis des années. Voici le récit de l'une des opérations clandestines les plus célèbres de tous les temps. Il y a de plus en plus de fébrilité dans l'air. Plus personne ne plaisante. On grimpe à bord des hélicoptères. On s'apprête à passer à l'attaque. Voici comment la 6e unité des SEAL a planifié ce raid très risqué. Et comment l'opération a failli échouer. Aujourd'hui, à Commando clandestin, la fin de Ben Laden. L'opération Trident de Neptune est lancée. 2 hélicoptères Black Hawk transportant une unité des SEAL de la marine américaine se dirigent vers un complexe situé à Abbottabad, au Pakistan. Des renseignements portent à croire qu'Oussama Ben Laden se terre à cet endroit. Mais soudain, c'est la catastrophe. Il est très rare qu'une opération se déroule comme prévu. Il y a presque toujours des imprévus. Pris dans une colonne d'air chaud, l'un des hélicoptères heurte le mur du complexe et doit atterrir en catastrophe. Le bruit ayant réveillé toute la ville, vous savez que vous risquez d'être confronté à des forces ennemies d'un moment à l'autre. Ne bénéficiant plus de l'effet de surprise, les SEAL savent que le temps presse. L'unité des forces spéciales doit s'adapter et réagir rapidement à la nouvelle donne. C'est à vous de décider si les occupants constituent ou non une menace. Ils pénètrent de force dans le complexe. Vous devez réagir sur le champ. S'ils constituent une menace, vous engagez le combat. Cette unité d'élite s'est préparée à affronter tous les scénarios possibles. Voici le dernier chapitre de la traque visant à traduire Ben Laden en justice, une traque ayant débuté plus d'une décennie auparavant. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont victimes des pires attentats de l'histoire moderne jamais perpétrés sur leur territoire. Près de 3000 personnes sont tuées. Le président Bush jure de traquer Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda et cerveau de ces attentats. De le traduire en justice. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. En décembre 2001, des troupes américaines se lancent à la poursuite de Ben Laden dans les grottes de Tora Bora, en Afghanistan. Mais il réussit à s'échapper. On était constamment sur sa piste. On utilisait toutes les sources de renseignements possibles, qu'il s'agisse de sources humaines ou électroniques. Au cours des 10 années suivantes, Ben Laden réussit à échapper aux forces américaines. We still haven't killed or captured Osama bin Laden and his terrorist cadre. Do you happen to know where he is? He may be dead, he may be seriously wounded, he may be in Afghanistan, he may be somewhere else. Ben Laden a vite compris qu'il ne pouvait pas se fier au matériel électronique. Dans les grottes de Tora Bora, en Afghanistan, l'utilisation de téléphones cellulaires lui a presque coûté la vie. Il s'est débarrassé très tôt de tout le matériel électronique qui aurait pu permettre de remonter jusqu'à lui. Le fait d'avoir recours le moins possible aux nouvelles technologies de communication permet au chef d'Al-Qaïda et à ses adjoints de ne pas se faire repérer.
Si son nom surgissait si rarement, c'est qu'il communiquait peu. Peu de gens de son organisation savaient où il se trouvait. Ben Laden semble s'être volatilisé. Les seuls indices dont on dispose proviennent des vidéos qu'il diffuse et dans lesquelles il nargue les États-Unis. On examinait des choses aussi banales que la végétation, la lumière et le terrain pour essayer de trouver l'endroit où ces vidéos avaient été tournées. On examinait son état de santé, on analysait les mots qu'il employait pour savoir si ce qui semblait être une simple allocution à ses partisans pouvait en fait contenir un autre message. Il parvient encore à diriger l'organisation. En fait, il avait recours à certains individus, des messagers surtout, pour obtenir des informations, que ce soit au sujet de combats ou autre chose. Puis, ces mêmes messagers retournaient livrer ses ordres à ses lieutenants. Au cours de la décennie, les États-Unis progressent. Ils capturent et interrogent d'importants membres d'Al-Qaïda. S'il tenait tant à mettre la main sur des membres importants de l'organisation, sur les conspirateurs d'Al-Qaïda, c'était pour leur soutirer des renseignements concernant l'emplacement où se trouvait Ben Laden. Malgré ses victoires, l'ennemi public numéro 1 court toujours. Lorsque le président Obama arrive au pouvoir en 2009, la plupart des gens sont d'avis que Ben Laden ne sera jamais capturé. On voyait Ben Laden de moins en moins. Il faisait de moins en moins de vidéos. Mais quand il en tournait une, le gouvernement y prêtait bien sûr beaucoup d'attention. Pendant ce temps, à la CIA, les analystes continuent de chercher de nouveaux indices. Il faut interroger les détenus, observer comment le réseau opère, observer les déplacements de ses membres. Les agents chargés de l'affaire suggèrent d'analyser la structure du réseau Al-Qaïda. À qui Ben Laden a-t-il recours pour faire passer ses messages sans se faire repérer? Les analystes croient que la réponse à cette question les mènera jusqu'à Ben Laden. Vous apprenez des trucs par-ci par-là que vous accumulez au cours des années et qui peu à peu vous permettent de dresser un portrait plus précis de la situation. Après des années de frustration, les analystes croient enfin tenir une piste. Quand on a commencé à analyser les organisations terroristes, on a vu qu'elles ne ressemblaient pas aux hiérarchies occidentales. On y trouve des intermédiaires, des commanditaires. Quand on analyse la structure de ces organisations, on voit que ceux qui se trouvent au sommet ne se concertent pas toujours. Ça ressemble davantage à des réseaux qu'à des hiérarchies. La CIA se doutait qu'il avait recours à un messager. Et c'est lors des interrogatoires effectués entre autres à Guantanamo qu'elle a appris l'identité de ce messager. Les détenus, membres d'Al-Qaïda, leur révèlent que le messager auquel Ben Laden a recours porte le surnom d'Al-Kuwaiti, l'homme du Koweït. En creusant davantage, ils apprennent que son vrai nom est Saïd Ahmed. S'ils trouvent cet homme, ils pensent pouvoir trouver son patron. Ils ont intercepté ses communications téléphoniques alors qu'il voyageait dans les régions du Golfe et du Pakistan. Et ils ont pu voir qu'il était encore en contact avec les dirigeants d'Al-Qaïda. Ils ont alors commencé à suivre sa piste au Pakistan. Alors qu'ils surveillent Al-Kuwaiti, les agents de la CIA constatent qu'il se comporte de façon étrange. Ils ont remarqué que, étrangement, il lui arrivait d'éteindre son téléphone cellulaire et de disparaître pendant un certain temps. Aux yeux des Américains, ces agissements ressemblaient étrangement aux mesures extraordinaires que prennent les terroristes les plus recherchés au monde. Ils ont donc décidé de le suivre. Les agents font une découverte capitale lorsqu'ils parviennent enfin à suivre la voiture du messager. À leur grand étonnement, la voiture se dirige vers un complexe résidentiel situé en périphérie d'Abbottabad. Une ville de garnison située à 1h30 de route d'Islamabad, la capitale. On y trouve l'une des académies militaires les plus réputées du Pakistan. C'est une ville de garnison. La CIA place le complexe sous surveillance.
Elle découvre ainsi que le messager Al-Kuwaiti y habite avec son frère et leurs familles respectives. Mais ils ne sont pas seuls. D'autres résidents se terrent derrière cette enceinte aux murs très hauts. Une autre famille semble en effet habiter l'étage supérieur de l'un des bâtiments. Dès qu'ils ont su où concentrer leurs efforts, c'est-à-dire sur ce complexe, ils n'ont pas hésité à recourir à toute la technologie dont ils disposaient, incluant les satellites. Ils ont utilisé tous les outils technologiques et secrets disponibles. Les premières analyses des rapports de surveillance sont prometteuses. Ils ignoraient encore qui habitait ce complexe, mais selon eux, il s'agissait sans doute d'un membre très important d'Al-Qaïda ou d'une autre organisation terroriste. Découvrir l'identité de cet important personnage ne sera pas une tâche facile. Un grand nombre de dirigeants militaires vivaient à Abbottabad, entre autres des dirigeants du renseignement et de la sécurité nationale, ce qui compliquait la tâche de nos agents. La tâche est si compliquée qu'au début, la CIA se contente de surveiller le complexe depuis l'espace. Ils surveillaient le complexe jour et nuit à l'aide de satellites pour tenter d'obtenir des images de ceux qui s'y trouvaient. Ils utilisaient du matériel électronique pour essayer d'intercepter les courriels, les messages textes et les conversations téléphoniques. Et ils avaient aussi recours à des avions furtifs survolant le Pakistan à haute altitude pour essayer d'apercevoir les personnes se trouvant dans ce complexe. Après des semaines d'imagerie satellitaire, leurs efforts sont récompensés. Les services de renseignement américains parviennent à identifier un individu qui se promène de temps en temps dans la cour, mais qui semble ne jamais quitter le complexe. Les analystes sont convaincus qu'il s'agit d'un OGI, un objectif de grande importance. Ils surnomment cet individu le promeneur. Le promeneur est très grand. Ben Laden mesure 1,93 m. Cet indice leur laisse croire qu'ils approchent sans doute du but. Mais pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de Ben Laden, ils doivent s'approcher du complexe, et cela est très risqué. Afin de confirmer qu'il s'agit bien de leur homme, la CIA fait appel à des agents sur le terrain. Ils ont posté des agents pakistanais dans un bâtiment et ont une vue directe sur le complexe. Ces agents espionnaient pour la CIA. Leur tâche consistait à consigner les habitudes de vie des habitants du complexe. Qui y entrait, qui en sortait, combien d'individus vivaient à cet endroit. Des femmes et des enfants allaient et venaient dans le complexe. Les femmes allaient faire des emplettes. Les enfants quittaient plus rarement les lieux. Mais les agents ont constaté que l'homme de grande taille, celui qu'on surnommait le promeneur, ne sortait jamais du complexe. Cela a alimenté davantage les soupçons. Les agents rapportent les étranges habitudes de vie des résidents du complexe. La maison en tant que telle n'était pas reliée au monde extérieur. Elle possédait une antenne parabolique, mais pas de ligne téléphonique. Elle n'était connectée à aucun réseau, sauf au réseau électrique, comme si ses habitants avaient voulu vivre en autarcie. Les voisins disent que les résidents du complexe ne se mêlent pas aux autres. Que peu de gens viennent les visiter. Et qu'étrangement, ils brûlent leurs ordures. À Washington, alors que les analystes tentent encore de trouver la véritable identité du promeneur, on décide que les preuves sont suffisantes pour informer le président de la situation. Les responsables du renseignement et de la lutte contre le terrorisme sont allés rencontrer le président Obama et ils lui ont dit « On croit avoir trouvé l'endroit où se cache Ben Laden. On n'en est pas certain, mais les indices dont on dispose nous portent à le croire. » Obama a accueilli cette nouvelle avec un optimisme prudent. Il s'agissait de la piste la plus prometteuse depuis des années. Les services de renseignement en étant venus à la conclusion que c'était fort probable qu'il se trouve à cet endroit, la prochaine étape consistait à déterminer ce qui devait être fait sur le plan opérationnel. Le président réunit ses plus proches conseillers pour discuter de cette nouvelle piste. Bien des questions le préoccupent. Le président voulait connaître les options dont il disposait tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique ou sur le plan politique. Ses conseillers et lui ont discuté de ces options et ils ont chargé l'armée et la CIA d'élaborer des solutions en supposant que Ben Laden se trouvait à cet endroit. Officiellement, personne n'est au courant des rencontres tenues dans la salle de crise.
Seule une poignée d'individus à la Maison-Blanche partagent cette information ultra secrète. La tenue de ces rencontres à la Maison-Blanche n'était pas consignée dans les horaires remis aux hauts responsables de la sécurité. Une case vide apparaissait dans leur agenda. Si Ben Laden se trouve bel et bien dans ce complexe, il risque de fuir avant qu'un plan ne soit élaboré. Ces installations disposent peut-être de tunnels lui permettant de se sauver. Ils se doivent d'agir rapidement. Jugeant nécessaire de passer à l'étape suivante, le directeur de la CIA, Leon Panetta, fait appel au commandant des forces spéciales américaines, le vice-amiral William McRaven. William McRaven supervise le commandement des opérations spéciales interarmées. C'est un expert en matière d'opérations clandestines. Sa tâche consiste à élaborer un plan. Les rouages du renseignement et des opérations spéciales ont beaucoup changé au cours de la dernière décennie. L'univers des opérations de contre-terrorisme, en fait l'univers des opérations interarmées, que ce soit en matière de piraterie, de contre-terrorisme ou de banditisme, a évolué de façon incroyable depuis le 11 septembre 2001. Au cours des prochaines semaines, son équipe devra déterminer si les renseignements amassés justifient une intervention. Si c'est le cas, elle devra ensuite décider du genre d'opération possible et quelle unité est le plus à même de la mener à bien. William McRaven examine les indices relevés par les agents postés sur le terrain, ainsi que ceux provenant de l'imagerie satellitaire et des communications interceptées. Après avoir examiné tous ces éléments, il présente 3 solutions au président et à son équipe. La première solution consistait à bombarder le complexe à l'aide de bombardiers B-2. En procédant ainsi, ils étaient sûrs de tuer tous les occupants du complexe. Mais ils ne pourraient jamais avoir la certitude d'avoir éliminé Ben Laden. La deuxième solution consiste à utiliser un drone pour mener une frappe plus précise, une méthode déjà utilisée avec succès contre Al-Qaïda dans le passé. Certains des conseillers principaux du président préconisaient l'envoi d'un missile sur le complexe. Mais d'autres étaient d'avis qu'étant donné la présence de plusieurs civils sur les lieux, principalement des femmes et des enfants, il y aurait de nombreuses victimes collatérales. De plus, l'utilisation d'un drone ne leur permettrait pas non plus d'avoir la certitude absolue d'avoir éliminé Ben Laden. Il ne reste qu'une solution. Quand vous voulez être sûr d'atteindre l'homme que vous recherchez, vous devez envoyer un commando sur le terrain qui pourra confirmer sa présence et qui s'assurera de le tuer ou de le capturer. Il s'agit d'une tâche faite sur mesure pour une unité d'élite comme celle des SEAL. Quand est venu le temps de lancer l'opération contre Ben Laden, ils étaient plus que prêts. Ils avaient plus d'expérience de combat que toute autre unité d'élite. Ils avaient combattu plus que toutes les autres forces au pays. Ils effectuaient en moyenne une dizaine de raids chaque nuit en Afghanistan, et cela depuis des années. Ils possédaient donc les compétences nécessaires. Ils étaient postés tout près et ils traquaient Ben Laden depuis 10 ans. Mais planifier une opération à partir de renseignements limités demeure très risqué. Même après des mois d'efforts soutenus, ils n'ont toujours pas la certitude que Ben Laden se trouve dans ce complexe. Or, une intervention précipitée risque de mettre inutilement en péril la vie de dizaines de soldats. Il fallait se demander quelles étaient les probabilités qu'ils aient à combattre pour sortir de là, ou celles que survienne une défaillance technique. Il fallait évaluer les risques par rapport aux gains potentiels. Confronté à la décision la plus importante de sa carrière, le président Obama doit choisir la meilleure solution. Bombarder le complexe. Déployer un commando clandestin. Ou attendre d'être sûr que Ben Laden se trouve là. L'important était de s'assurer de tuer ou de capturer Oussama Ben Laden. Or, la seule façon d'y arriver était de charger un commando de le faire. Tandis que le président considère chaque solution, on ordonne à une unité des forces spéciales de se préparer. Triés sur le volet, ces hommes sont les meilleurs dans leur domaine. Il s'agit des membres de la 6e unité des SEAL, une unité ultra secrète. L'usage voulait qu'on ne parle pas de ce que faisait cette unité. Leur mission, leur façon de procéder, tout cela est un secret bien gardé. Au sein de l'armée, cette unité spécialisée dans le développement de tactiques nouvelles est simplement connue sous le nom de Death Group.
La 6e unité des SEAL compte 300 membres. Elle est épaulée par une équipe de quelques milliers de personnes, composée entre autres de gens s'occupant du renseignement, de maîtres chiens et du personnel à bord des bateaux et des hélicoptères qui les conduisent sur les lieux de leur mission. On ne peut pas entraîner toutes les unités de manière à ce qu'elles puissent se déployer rapidement à la fois dans la jungle, dans le désert, dans l'Arctique ou en pleine ville. Voilà pourquoi il faut avoir une unité d'élite capable d'intervenir partout sur la planète. Cette unité peut vraiment intervenir n'importe où dans le monde. Seuls les membres des SEAL comptant de nombreuses années d'expérience peuvent en faire partie. Pour devenir membre de la 6e unité des SEAL, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut se soumettre à des années d'entraînement et d'apprentissage additionnels pour être sélectionné. Ils ont mené des milliers d'opérations. La majorité d'entre elles n'ont pas fait la une des journaux, mais la plupart ont grandement influencé l'orientation de la lutte contre le terrorisme. Le sauvetage du capitaine du Maersk Alabama, fait prisonnier par des pirates somaliens ayant détourné son navire en 2009, constitue l'une des quelques missions connues du public. Les otages ont été libérés. Les tireurs d'élite ont réussi à éliminer les pirates somaliens. Mais les gens entendent parler d'à peine une mission sur 100. Les SEAL effectuent des raids nocturnes en Irak et en Afghanistan depuis des années. Ils sont donc prêts à passer à l'action. Quand les SEAL ont reçu le feu vert pour commencer à planifier ce raid, une équipe restreinte a travaillé sur une réplique du complexe pour essayer de trouver la meilleure façon d'y pénétrer et de soumettre ceux qui s'y trouvaient, que ce soit en les capturant ou en les tuant. Leur but était de s'entraîner sans relâche, de façon à être fin prêt si le président décidait de les envoyer au Pakistan. Aucun d'eux n'a soufflé mot de cette mission à sa famille, ni aux autres membres de la 6e unité des SEAL. Mais le fait de garder la mission secrète préoccupe les Américains. Devraient-ils informer le gouvernement pakistanais de leurs intentions? Peuvent-ils lui faire confiance? On avait des réticences à travailler avec les services de renseignement pakistanais car ils avaient tendance à laisser filtrer des informations. Il arrivait trop souvent, quand ils avaient un tuyau, qu'une heure avant un raid, par exemple, la cible de ce raid disparaisse mystérieusement. De toute évidence, quelqu'un l'avait prévenu. Le président en vient à la conclusion que mettre le Pakistan au courant de leur plan risque d'anéantir leur seule chance en près d'une décennie de mettre la main au collet d'Oussama Ben Laden. Mais cacher ce raid aux Pakistanais rend cette mission encore plus risquée. Cela signifiait franchir une frontière et traverser un large territoire du Pakistan, un pays souverain, à l'insu des services de sécurité locaux, en étant conscient que la police d'Abbottabad risquait de se mettre à tirer sur eux. Les risques étaient très élevés. Il revient au président et à ses conseillers de prendre cette décision potentiellement lourde de conséquences. Or, tous ont en mémoire l'échec cuisant de l'opération destinée à sauver les otages en Iran en 1980. 8 militaires américains ont perdu la vie lorsque leurs hélicoptères en route pour la mission sont entrés en collision. Cet incident a grandement entaché la présidence de Jimmy Carter. Et certains individus présents dans la salle de crise sont encore hantés par le souvenir de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Black Hawk Down. Lors d'une opération menée par les forces spéciales en Somalie en 1993, des rebelles abattent 2 hélicoptères américains. Il était entouré de ses conseillers principaux, le vice-président Biden, la secrétaire d'État Hillary Clinton, le secrétaire à la Défense Robert Gates, le directeur de la CIA Leon Panetta. Ils ont tous dit au président ce qu'ils pensaient de la situation. Certains étaient plus sceptiques que d'autres. C'était le cas de Joe Biden. Gates, ayant vécu l'échec de l'opération en Iran, doutait de la pertinence d'envoyer une unité sur le terrain. D'autres, incluant Leon Panetta, étaient plus optimistes. Hillary Clinton, la secrétaire d'État, était convaincue qu'il fallait tenter le coup. Elle a d'abord fait part de ses doutes au président, puis elle a ajouté
On se trompe peut-être complètement. Cela risque d'envenimer nos relations avec le Pakistan pendant les 10 prochaines années. Mais il faut tenter le coup. C'est une décision difficile à prendre. Pour mettre toutes les chances de son côté, le président Obama exige la présence de renforts. Le président voulait protéger ses hommes et pouvoir les sortir de là si nécessaire. À la Maison-Blanche, les principaux conseillers à la sécurité nationale, ainsi que le président et d'autres hauts responsables, ont écrit ce qu'ils ont appelé un manuel des stratégies. Il s'agissait d'un classeur à anneaux de 5 cm d'épaisseur, contenant tous les événements susceptibles de survenir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Par exemple, que se passerait-il si en arrivant sur le terrain, l'unité des SEAL est attaquée par des soldats ou des policiers pakistanais? Le président veut qu'une autre unité des SEAL soit postée dans les parages, prête à intervenir si nécessaire. Le président tenait personnellement à ce que les SEAL aient un moyen de s'en sortir en cas de combat. Il ne voulait pas qu'ils restent coincés là-bas. Les militaires sont donc retournés à leur table de travail et ils ont élaboré un plan d'urgence prévoyant des hélicoptères de transport supplémentaires en cas de problème. Bien que le président hésite encore à donner le feu vert à cette mission, des membres de la 6e unité des SEAL sont envoyés en Caroline du Nord et dans le désert du Nevada, où une réplique exacte du complexe a été érigée pour leur permettre de s'entraîner à faire face à toute éventualité. Il pouvait y avoir des mines antipersonnelles, ou le bâtiment était peut-être piégé de façon à ce que dès que les membres du commando entrent dans le complexe, 2000 kilos d'explosifs détonnent et tuent toute l'unité. D'après les renseignements recueillis, les SEAL savent qu'il y a au moins 2 bâtiments derrière les murs fortifiés du complexe. Les mystérieux résidents et le frère du messager vivent dans le bâtiment principal, tandis qu'Al Kuwaiti et sa famille vivent dans l'autre. Pour arriver jusqu'à eux, les SEAL vont devoir se séparer en 2 groupes. L'un atterrira dans la cour et sécurisera le périmètre, pendant que l'autre descendra en rappel sur le toit pour surprendre les résidents. Pendant que les SEAL se préparent, le président fait appel à d'autres experts. Il souhaite que des regards neufs examinent cette affaire. C'est ce que les professionnels appellent la méthode de l'équipe rouge. On soumet à des analystes expérimentés toutes les informations recueillies. Leur tâche consiste à évaluer de manière objective les renseignements qu'on leur soumet. Après analyse, l'équipe rouge en vient à la conclusion que les chances que Ben Laden soit dans ce complexe ne sont que de 50%. 50%, c'est considérable. Ça peut paraître peu quand on est à Vegas, mais quand on travaille dans le renseignement, on sait que c'est beaucoup. Lors de la dernière rencontre à la Maison-Blanche, les avis sont encore partagés quant au meilleur plan d'action. La décision ultime revient au commandant en chef. Est-il prêt à risquer la vie de soldats américains sur la base de tant d'incertitudes? Le président Obama affirme avoir besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais attendre comporte aussi un risque. Si vous attendez que la situation soit parfaite, vous risquez de ne plus pouvoir intervenir. Le lendemain matin, le président réunit ses conseillers principaux. Sa décision est prise. Il donne le feu vert à l'opération Trident de Neptune. Il savait qu'il n'obtiendrait jamais l'assurance qu'il s'agissait de Ben Laden. Mais puisque l'occasion de le capturer se présentait, ça valait la peine de prendre certains risques. Le raid doit avoir lieu le lendemain, soit le samedi 30 avril. Il sera reporté au dimanche 1er mai en cas de mauvais temps. Pendant que les SEAL se préparent pour l'opération, le président continue de participer aux activités prévues à son agenda. Le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche doit avoir lieu le samedi soir. Or, le président y assiste toujours. Il s'agit d'un événement annuel qui se déroule ici, à Washington. L'usage veut que le président s'y présente en smoking et fasse un discours humoristique. Pour s'assurer que l'opération reste secrète, tous doivent agir comme si de rien n'était. Les conseillers ont longuement discuté quant à savoir s'il n'était pas préférable de faire semblant que le président était malade. S'il était convenable qu'il fasse un discours humoristique alors que le commando prenait le complexe d'assaut. Et ils se sont demandé ce qui se passerait si un hélicoptère s'écrasait, si un grand nombre des membres du commando perdaient la vie comme en Somalie.
À la dernière minute, le temps couvert les force à repousser la mission de 24 heures. À 23 heures, à Jalalabad, en Afghanistan. Par une nuit sans lune, 2 hélicoptères Black Hawk s'envolent d'une base aérienne américaine. Chacun transporte 12 membres de la 6e unité des SEAL de la marine américaine. L'opération visant Oussama Ben Laden et portant le nom de code Trident de Neptune est enfin lancée. La tension monte. On survole déjà le Pakistan. Il n'est plus question de reculer. Il y a de plus en plus de fébrilité dans l'air. Plus personne ne plaisante. On s'apprête à passer à l'attaque en pleine nuit. La tension est grande lors du vol en direction d'Abbottabad, alors que les hommes finissent de se préparer. Le chef de patrouille donne des consignes détaillées, comme l'heure d'entrée, l'heure de sortie, l'équipement à apporter ou s'asseoir dans l'hélicoptère. Ces hommes ont été choisis parce qu'ils possèdent l'expertise et l'expérience nécessaires pour cette mission. Ils attendent ce moment depuis longtemps. On envisage toutes les hypothèses. Supposons qu'on se fait tirer dessus lorsqu'on entrera dans le complexe. Supposons que la corde de rappel n'est pas au bon endroit. Supposons qu'ils abattent l'hélicoptère à l'extérieur du complexe. Comment protégerons-nous les pilotes? Où les cacherons-nous? On se remet en tête les différentes stratégies. Les hommes se réservent aussi un moment personnel. La tension est palpable. Les hommes disent une dernière prière. Ils pensent à leur famille. Ils s'assurent que leurs armes sont chargées. Ils s'assurent qu'il y a bien une cartouche dans la chambre et que leur équipement est prêt. Ils révisent les consignes de dernière minute avec leurs collègues. Un interprète ainsi qu'un chien nommé Cairo, membre de l'unité canine, se trouve également à bord de l'appareil. Son rôle consiste à détecter les mines antipersonnelles et à trouver des individus grâce à son odorat. Cairo avait beaucoup d'expérience. Il avait participé à de nombreux raids. Il avait même été blessé lors d'un raid précédent et il avait mis 6 mois à se rétablir. Les SEAL voyagent à bord de nouveaux hélicoptères furtifs, modifiés spécialement pour cette mission. Les SEAL possèdent du matériel de pointe. Chaque nouvelle génération d'hélicoptères est plus rapide, plus légère et plus difficile à détecter que la précédente. Les pilotes des hélicoptères sont membres du 160e régiment aérien des opérations spéciales, un escadron d'élite. On nous surnomme les traqueurs nocturnes, car nous préférons voler de nuit pour passer inaperçus. Voler de nuit et voler de jour sont 2 choses bien différentes. Les bruits sont différents, la lumière est évidemment différente. Le but est d'atteindre la cible là où personne ne s'y attend et quand personne ne s'y attend. Le voyage jusqu'à Abbottabad dure 90 minutes. Les 2 hélicoptères furtifs parviennent à franchir la frontière du Pakistan sans se faire voir. On dispose d'un radar météorologique, nous permettant, entre autres, de détecter les orages qui approchent. On dispose d'armes qui n'ont rien à voir avec les armes classiques des forces armées. Elles sont spécialement conçues pour atteindre un objectif bien précis. Bien des appareils aujourd'hui disposent d'une sonde permettant de refaire le plein en vol. Le plan initial prévoyait qu'il descendrait en rappel dans la cour extérieure. En 2 minutes, les hommes auraient été au sol et 10 minutes leur auraient suffi pour prendre les 2 bâtiments d'assaut. Mais alors qu'ils s'apprêtent à atterrir, l'un des pilotes éprouve de sérieuses difficultés. L'air était plus chaud que prévu et le pilote a perdu le contrôle de l'appareil. La densité de l'air était moins grande. L'hélicoptère est devenu trop lourd et il s'est mis à perdre de l'altitude et à osciller d'avant en arrière. Les drones qui survolent le complexe transmettent en direct la scène catastrophique au vice-amiral McRaven à Jalalabad, ainsi qu'au quartier général de la CIA, à Langley et à la salle de crise de la Maison-Blanche.
Ils étaient tous là, entassés dans cette petite salle, à écouter et à regarder ce qui se passait. En voyant l'hélicoptère chuter puis s'écraser, ils ont craint que tout soit perdu. Ayant perdu l'un de leurs hélicoptères et ne bénéficiant plus de l'effet de surprise, les SEAL doivent rapidement s'adapter à la situation. Sinon, toute l'opération risque d'être compromise. Il s'est posé d'aplomb, mais un peu brutalement. En fait, c'est ce qu'on appelle un atterrissage brutal. Dans un tel cas, il devient mécaniquement impossible de faire décoller l'appareil. Dans la salle de crise, la tension monte. Vous êtes extrêmement tendu. Vous craignez que les Pakistanais accourent d'un moment à l'autre. Vous craignez qu'on vous annonce que tous vos hommes sont morts. Les conseillers de la Maison-Blanche attendent avec angoisse de savoir si les SEAL ont survécu à l'écrasement. Ils ont vécu un moment très angoissant, jusqu'à ce que McRaven les appelle et leur dise que tous les hommes se portaient bien, qu'ils s'étaient préparés à cette éventualité et qu'ils changeaient de plan. Quand l'amiral McRaven nous a annoncé qu'il n'y avait pas de problème, que ces hommes pourraient accomplir leur mission malgré tout, ça m'a rassuré. Le pilote enfouit le nez de l'hélicoptère dans le sol. Quand on ne peut pas se permettre d'échouer, il faut trouver une façon de faire son travail. Pour réussir une mission, il est primordial d'avoir sur le terrain des soldats qui savent faire preuve d'imagination, des gens capables de s'adapter. Les SEAL passent immédiatement au plan B. Quand ça tourne mal, il ne faut pas essayer d'en faire trop. Mieux vaut se référer à la liste de vérification pour s'en sortir. Ils s'organisent rapidement pour prendre le complexe d'assaut à partir du sol. Il faut d'abord dénombrer les effectifs pour s'assurer que tout le monde est là. Mais l'atterrissage brutal a fait beaucoup de bruit. Le bruit ayant réveillé toute la ville, vous savez que vous risquez d'être confronté à des forces ennemies d'un moment à l'autre. Craignant de ne plus bénéficier de l'élément de surprise, ils savent que le temps presse. Une fois rendu devant la porte, vous devez l'enfoncer. Une fois la porte enfoncée, les hommes se hâtent d'entrer et de se diriger vers leur cible. Après être entrés dans la cour, les SEAL doivent se rendre jusqu'au bâtiment principal où Ben Laden est censé se trouver. Ils ont croisé des groupes d'enfants qui cherchaient à se cacher pour ne pas se faire tirer dessus. Ces enfants étaient désemparés. Ils ne savaient pas quoi faire, ni où aller. Le commando ignore encore qui d'autre se trouve dans le complexe et combien de ces personnes sont armées. Ils avancent rapidement en zone dangereuse. Ils vérifient les escaliers et ils s'assurent de pouvoir monter sans danger. Quand quelqu'un ouvre le feu, ils engagent le combat. Toujours aucun signe de Ben Laden. Les SEAL se dirigent vers le bâtiment voisin. Ils découvrent que la plupart des entrées sont barricadées ou bloquées. La clé, c'est d'avoir des procédures opérationnelles qui permettent aux commandos de circuler dans ce genre d'environnement en tenant compte de la cible à atteindre, mais sans compromettre la sécurité des hommes. Quand ils trouvent une porte barricadée, ils la font sauter après s'être mis à l'abri. Le directeur de la CIA, Leon Panetta, décrit le déroulement de l'action au président. On a entendu des coups de feu retentir, mais on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Pendant au moins 15 à 20 minutes, on n'a pas su ce qui se passait réellement. Ils sont à l'intérieur du bâtiment principal. Le jeune homme qu'ils viennent d'abattre semble être le fils de Ben Laden. Il monte l'escalier menant au dernier étage.
Oussama Ben Laden a passé la tête dans l'embrasure de la porte. L'un des SEAL l'a tout de suite reconnu. Ils transmettent au commandant le code signifiant qu'ils ont aperçu leur cible, Geronimo. Les codes étaient basés sur l'alphabet. A, B, C, D. La lettre G correspondait à la découverte d'Oussama Ben Laden. G pour Geronimo. Ils abattent Ben Laden de 2 balles. L'une à la poitrine, l'autre à la tête. Dans la salle de crise, ils entendaient des trucs du genre « On le tient, du moins on le croit. Attendez, peut-être, on l'espère. » C'était une véritable torture. On attendait de savoir. Ils s'approchent pour s'assurer qu'il s'agit bien de Ben Laden. Puis, ils envoient un message. EKIA, ennemi tué au combat. L'un des soldats éloigne brusquement les femmes de Ben Laden au cas où elles porteraient des vestes bourrées d'explosifs. L'une des femmes a été blessée par le ricochet des balles. Ils prélèvent des échantillons d'ADN. Les SEAL se sont mis à collecter des éléments de preuve. Ils ont photographié le visage de Ben Laden et ont envoyé ces photos à 2 équipes de la CIA spécialisées en reconnaissance faciale pour qu'elles puissent mesurer la longueur de son nez, la largeur de sa mâchoire. L'opération n'est pas terminée. Ben Laden dirigeait le réseau Al-Qaïda à partir de ce complexe. Les renseignements qui s'y trouvent permettront peut-être d'empêcher de futures attaques. Ils ont mis 19 minutes pour atteindre Ben Laden. Ils ont ensuite consacré leur temps à fouiller chaque pièce, à la recherche d'ordinateurs, de cellulaires, de documents ou de tout autre élément pouvant leur indiquer ce que Ben Laden avait fait au cours des 6 années précédentes ou pouvant les mener à d'autres branches du réseau. Mais plus les membres du commando passent du temps à amasser des preuves, plus ils sont en danger. L'un des hélicoptères postés dans les environs se rend au complexe pour les aider à sortir de là. Tous les hommes sont là. L'hélicoptère est là. On sort à l'endroit prévu. Avant de décoller, l'une des équipes fait sauter l'hélicoptère accidenté pour s'assurer que ses caractéristiques technologiques ultra secrètes ne tombent pas entre de mauvaises mains. Le commando des SEAL rentre à Jalalabad en pleine nuit. Avant de l'emporter, on identifie le corps du chef du réseau Al-Qaïda avec quasi-certitude. Son corps arrive quelques heures plus tard sur le porte-avions USS Carl Vinson, où ses obsèques sont célébrées et son corps jeté à la mer. À la Maison-Blanche, on se prépare à annoncer la nouvelle au monde entier. Le terroriste le plus recherché par les États-Unis est mort. Quand les hélicoptères ont été de retour en Afghanistan, les personnes présentes dans la salle de crise et les hauts dirigeants de la CIA ont enfin pu dire « Ils ont réussi. Non seulement ils ont neutralisé Ben Laden, mais en plus, tous nos hommes sont sains et saufs. » Et c'est à ce moment-là qu'ils ont discrètement commencé à sabrer le champagne. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Quand quelques jours plus tard, le président Obama rencontre les SEAL qui ont pris part à la mission pour les féliciter et qu'il leur demande lequel d'entre eux a tué Ben Laden, ils lui répondent « Nous tous, monsieur ». Puis, les membres du commando remettent au président un drapeau américain portant l'inscription « Opération Trident de Neptune, 1er mai 2011 ». Pour Dieu et pour la patrie. Geronimo.
30 avril 2002, Cécile Clément invite chez elle un homme qu'elle trouve sympathique, mais elle ignore que c'est un psychopathe. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec la mort, une mort tragique qui aurait pu être évitée. Rendez-vous avec la mort, dans un instant, à Canal D.